Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un gang qui avait procédé à 341 braquages, tout ça sans violence relative, hein, vous entendrez, et qui aurait amassé plus de 330 millions d'euros. Cette histoire, elle est digne d'un film, elle dépasse même certains scénarios, et c'est l'histoire justement du gang des Panthères Roses. On est le 19 mai 2003 et il y a un mec qui se balade le long de New Bond Street à Londres. Ce gars-là, il est blond, pas très grand, et il a l'air plutôt costaud. Il s'arrête devant un magasin Graft. C'est une bijouterie de luxe qui est extrêmement réputée. Les caméras le filment en train de regarder la vitrine. Après 5 minutes, il s'en va. Et ce mec, il s'appelle Predrag Vujovic. On dira que Predrag pour le reste de la vidéo, parce que j'ai beaucoup de mal à dire son nom de famille. Il faut savoir que la fin de vie de cet homme va être d'une abomination sans nom. Mais avant tout ça, il s'est passé plein d'autres choses complètement hallucinantes. Mais cet homme Predrag qu'on a vu sur les caméras, c'est pas du genre à rentrer dans les bijouteries pour dépenser son argent. Il est plutôt du genre à rentrer dedans pour tout voler. Et justement, il fait partie du gang des Panthères Roses. Ces gars-là, eh bien, ils n'ont pas peur des bijoutiers haut de gamme comme Graft, qui sont des bijoutiers bien souvent armés avec des gardes du corps à l'entrée. Eux n'ont pas peur. Rien à foutre. La veille du braquage, Predrag, il est à Londres depuis 2 semaines. En fait, il loge dans un hôtel bas de gamme, tout ça pour repérer les lieux. Il s'est organisé avec 2 de ses amis, venus de différents coins d'Europe, pour effectuer le braquage ensemble. Au bout de ces 2 semaines, arrive le moment où le braquage va commencer. Le jour du braquage, il y a un des braqueurs qui rentre dans le magasin, se faisant passer pour un client, un mec fortuné. Il va demander à voir un bijou extrêmement cher et va sortir un pistolet en ordonnant à tout le monde de se mettre à terre. Pendant ce temps, Predrag et le 3e homme cassent les vitrines et attrapent tous les bijoux qu'ils peuvent. Sauf que la police, évidemment, elle va s'en mêler, hein, va pas laisser passer ça. Eh bien, elle va retrouver rapidement la piste du vol, et ils vont retrouver un diamant bleu caché dans un pot de crème chez l'un d'entre eux, et c'est à ce moment-là que l'idée de les appeler les Panthères Roses va arriver. En fouillant l'appartement, les flics vont mettre la main sur des faux passeports italiens, qui sont vides de noms ou de photos. L'Italie est le chemin que les voleurs prennent depuis le Monténégro s'ils veulent passer incognito. Et donc en fait, les Panthères Roses, elles ont des bases logistiques en Italie. Les relevés d'appel de l'un des braqueurs vont mener Scotland Yard jusqu'à un appartement à Paris, que la police identifie comme étant chez Predrag. Et donc ils vont aller dans cet appartement à Paris pour trouver Predrag, qui a participé à ce braquage, sauf qu'il n'est pas là. La brigade pour la répression du banditisme va rapidement conclure que les mecs bien habillés, avec de forts accents d'Europe de l'Est, ont fait en fait plein de vols similaires à celui de la bijouterie Graff à Londres. Les preuves en France vont montrer aussi que Predrag, il n'en est pas à son coup d'essai. Il aurait braqué Castiglione à Paris, un Graft à Amsterdam, Wempi à Francfort et des bijouteries à Genève et Barcelone. Quasiment toute l'Europe y est passée, c'est-à-dire que les mecs voyageaient, braquaient. Bon, après des mois de recherche, Predrag, il finit par se faire arrêter. Il était en train d'essayer de rentrer en France depuis l'Italie, mais le problème c'est qu'il avait des armes sur lui, donc il se fait contrôler, il se fait arrêter. Le vol de Londres a été le premier d'une très longue série en Europe et en Asie, totalisant presque $250 million. En mars 2004, les Panthères Roses ont visé une bijouterie à Tokyo. 2 Serbes avec des perruques ont gazé un employé et se sont barrés avec un collier de 125 carats. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'à Tokyo, les braquages comme ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y en a un tous les 20 ans. Personne ne fait ça là-bas. À Paris, la même année, ils ont fait la main basse sur $14 millions de bijoux chez Chopard, pendant que la femme du Premier ministre de l'époque était là. En 2005, ils ont attaqué une bijouterie de Saint-Tropez, déguisée avec des chemises à fleurs. Les mecs l'ont joué Miami Vice, avec les petites chemises et les lunettes comme ça, ils sont arrivés, donnez-nous la thune. Bon, évidemment, très frustrés, les détectives de Londres, Paris, Bruxelles, Genève et Tokyo, ils vont finir par bosser ensemble, se coordonner via Interpol et Europol. Ils veulent mettre la main sur ce groupe de braqueurs complètement fous qui fait des braquages de malades. Ils vont finir par recouper tout ce qui est ADN, numéro de téléphone, empreinte digitale, et ça va donner quelque chose. Une bonne vingtaine des Panthères Roses sont aujourd'hui derrière les barreaux en Europe de l'Ouest. Sauf que le gang, il continue ses affaires, soupçonné d'avoir frappé aussi chez Chaumet à Paris. 7 ans après le braquage de Graff, les Panthères gardent leur organisation toujours aussi mystérieuse et insaisissable. Le meilleur détective en fait qui a été placé sur l'affaire des Panthères Roses est belge, il s'appelle André Notre-Dame. Lui, il a fait un travail de malade. Notre-Dame, il estime que le noyau dur des Panthères Roses compte entre 20 et 30 voleurs chevronnés. Ils ont des contacts dans plusieurs villes européennes, y compris Bruxelles, qui évidemment les aident dans leurs coups. Donc en fait, ils sont infiltrés un peu partout. Les diamants volés finissent souvent à Anvers, tandis que les montres de luxe peuvent voyager vers l'Est, notamment en Serbie et en Russie, et elles sont souvent planquées dans des voitures. Le liquide est quant à lui blanchi à Belgrade, ou investi dans des cafés, des restos et de l'immobilier. Depuis 2002, les Panthères ont braqué 150
52 bijouteries. La plupart du temps, ça se passe toujours de la même manière. Un type bien sapé entre seul dans le magasin et bloque la porte de sécurité avec un bout de bois, permettant à ses complices d'entrer. Le premier a généralement une arme, les autres des marteaux et des pioches pour casser les vitrines. Il planque les bijoux dans des sacs à dos qu'il laisse ensuite dans une voiture volée. À noter que ce sont toujours des vieilles bagnoles dégueulasses parce qu'elles sont plus faciles à dissimuler. Les complices locaux de chaque pays des Panthères Roses vont eux leur fournir armes, voitures et chambres d'hôtel. À noter que parfois ils utilisent d'autres techniques pour cambrioler, notamment la technique du bélier, où ils foncent dans une vitrine avec quelque chose de très lourd comme une voiture. Par exemple, durant le braquage de Dubaï le 15 avril 2007, 2 Audi surpuissantes ont défoncé les vitrines de l'entrée du centre commercial de Wafi. L'une s'est écrasée devant une bijouterie et les voleurs ont filmé et la vidéo a circulé même sur YouTube comme vous pouvez la voir ici. Et ce jour-là, ils ont récupéré 3,4 millions de dollars de bijoux. Les mecs ont peur de rien, faire des braquages comme ça en Arabie Saoudite, vous savez comment ça termine là-bas? Très mal. Les 2 Audi étaient en location et le numéro de téléphone sur le contrat appartenait à Bojana Mitic, qui est une jeune Serbe de 25 ans. Grâce à ces appels, les enquêteurs ont fini par identifier 8 des Panthères Roses, 6 Serbes, 1 Monténégrin et 1 Bosniaque. Faut savoir que à l'automne 2007, Monaco a commencé à avoir un peu peur. Bon, parce qu'ils savent que Monaco, il peut y avoir des braquages. La principauté a vu qu'il y avait un groupe de malades mentaux qui faisait des braquages de fous. Et donc Monaco a demandé à Interpol de créer un groupe de travail vraiment sérieux pour les attraper. On est maintenant en 2008 et vous avez un enquêteur qui s'appelle Glasset qui est en train d'enquêter justement sur les montres de luxe qui ont été volées, notamment par des Russes mais également des Estoniens. Et lors d'une traque dans un hôtel de Gex, il reconnaît Milan Ljepovja. Et c'est un braqueur qu'il avait déjà interrogé 2 ans auparavant. À l'époque, la police suisse avait pris ses empreintes, ce qui l'avait lié à un cambriolage de bijouterie en 2006 au Liechtenstein. Pas facile à dire, Liechtenstein. Mais Milan Ljepovja n'était pas n'importe qui, il faut le noter. Il est l'un des 2 cerveaux des Panthères Roses, si ce n'est le cerveau le plus haut placé. Lorsqu'il comprend que l'enquêteur Glasset l'a reconnu, il va se mettre à fuir vers le parking de l'hôtel, laissant tomber une valise. Glasset, le détective, le poursuit dans la rue jusqu'à une école entourée d'une haute clôture. Le malfrat grimpe par-dessus et se blesse la jambe. Lorsque les chiens traqueurs arrivent sur place, ils repèrent immédiatement Milan caché sous des buissons avec le pantalon en sang. Glasset, le détective, a alors aussitôt sorti son arme. Il se souvient de la réaction calme de Milan, c'est-à-dire que le braqueur qui se faisait poursuivre et qui avait la jambe explosée, là, il se lève, il sait qu'il est foutu et il dit aux flics: bon boulot. Quand même la classe, jusqu'au bout. Ça reste des malfrats. Le lendemain, Glasset l'interroge et fait allusion au braquage des Panthères à Dubaï. Ce à quoi répond fièrement Milan: va sur YouTube et tape braquage Dubaï. Ensuite, on l'a ramené dans sa cellule. En 2010, Milan est condamné à 9 ans de prison au Liechtenstein pour le vol de bijoux d'une valeur de plus d'1 million de francs suisses. En 2013, il sera renvoyé en Serbie pour purger le reste de sa peine. Le détective Glasset, à partir de ce moment-là, il va penser que les Panthères sont originaires du Monténégro, puis sont devenus un collectif balkanique, rien à voir avec la famille Balkany, c'est les Balkans là. Et donc un groupe plus important commettant des braquages et dont la logistique est très sophistiquée et maîtrisée. Ils viennent probablement de clients de pays européens riches, notamment de France, d'Italie, de Suisse, de Russie principalement. Malgré le choix d'une vie de cambriolage sans violence, eh bien, il y a certains personnages de ce groupe de Panthères Roses qui est entré un petit peu dans des affaires, on va dire, de trafic de drogue. Pas un truc de bas niveau, c'est-à-dire que ça aurait causé la mort de plus de 170 personnes. Et justement, à sa sortie de prison, Milan Ljepovja, eh bien, il fera ce choix de reconversion. Le trafic de dés, comme on dira pour pas dire trop de fois le mot, est tout un autre environnement que celui des braquages, et le cartel est dans une lutte acharnée pour régner sur le trafic de dés au Monténégro. Les Kavaks et les Skaljari sont tous deux des clans criminels qui sont basés là-bas. Il faut savoir que leur rivalité, elle a entraîné une violence généralisée. Rapidement, ce conflit a incité les uns et les autres à prendre parti soit pour les Kavaks, soit pour les Skaljari. Les anciens membres des Panthères Roses se sont largement rangés aux côtés des Skaljari, tandis que le redoutable Veljko Belivuk et son gang ont pris parti pour les Kavaks. Milan, lui, va également se ranger du côté des Skaljari. Donc là, ça commence à sentir mauvais, truc de cartel, problème de dés, règlement de compte dans tous les sens, trafic international, c'est pas bon. Trop d'argent, trop de danger, trop de rivalité. Et fin 2020, il va disparaître des écrans radars, plus personne ne sait où il est. Le bureau du procureur serbe, il va penser qu'il a été éliminé par Veljko Belivuk. La police serbe a surveillé les appels téléphoniques des membres du clan de Veljko. Il y a des transcriptions d'écoutes téléphoniques qui ont été obtenues, qui vont révéler des conversations suggérant que Milan aurait ordonné l'assassinat du baron de la D et du chef de clan Kavak qui est nommé Radoj Zvixer. En envoyant quelqu'un pour l'éliminer,
à Kiev, capitale de l'Ukraine. Milan, il savait que son sort était scellé et qu'il était repéré. Alors, il utilisait un système de communication crypté populaire parmi les criminels appelé Sky ECC. Il a tenté d'acheter une voiture blindée, certainement, pour fuir. Mais malgré ça, il a quand même été pris au piège. On est en décembre 2020, Milan a reçu des instructions précises pour assister à une réunion, comme il en existe beaucoup dans ce milieu. Les instructions étaient les suivantes. Laissez votre téléphone portable à la maison pour éviter d'être intercepté et venez en taxi à l'endroit convenu. C'est de cette manière que Milan a été attiré au chalet de l'horreur, à Riptopek, qui est en périphérie de Belgrade. Avec l'aide d'un troisième homme, Darko Tesic, qui l'a directement conduit dans la gueule du loup à bord d'une Volkswagen Passat. Veljko et son bras droit Marco l'attendaient déjà sur place. Les caméras de surveillance ont montré comment, quelques jours après, le gang a sorti 18 sacs poubelles noirs de la maison pour les mettre dans une Opel Corsa, sans apercevoir une seule fois Milan sortir de la maison. Il y a 18 sacs poubelles qui sortent après que ce monsieur soit rentré, c'est pas bon. Évidemment, la police, après ça, a reconstitué ce qui s'était passé, et c'est digne des pires films d'horreur. Donc le jour de son arrivée, il est amené directement au sous-sol, et dans le sous-sol, dans la cave, les murs, les plafonds, le sol étaient recouverts de plastique. On t'emmène dans un truc comme ça, c'est pas bon. Ensuite, il a été assis sur une chaise, les mains menottées dans le dos. Apparemment, il se savait cuit, mais il n'était pas effrayé. En fait, il savait très bien ce qui allait lui arriver et a tout fait pour en finir au plus vite. Plutôt qu'on lui coupe la tête, comme certaines des autres victimes du gang, il a été noyé dans une bassine d'eau après avoir été mis à mal durant 24 heures. Et il aura fallu 3 hommes, dont Veljko, pour en venir à bout. Veljko, il va même dire de Milan, donc celui qui l'a assassiné, qu'il a été le plus coriace de tous. Par la suite, le corps de Milan a été débité en petits morceaux qui ont été dissous dans de l'acide avant d'être mis dans 18 sacs poubelles noirs. Lors de son interrogatoire, Veljko, il va expliquer qu'il a aussi décidé d'éliminer Milan afin de prendre le contrôle du trafic de dés dans les Balkans, supprimant ainsi la concurrence. Mais alors, de nos jours, que sont-ils devenus? Parce qu'il en reste en liberté. Eh bien, il faut savoir que l'activité a beaucoup diminué, l'activité des Panthères Roses. Leur réputation pour des braquages sophistiqués et audacieux persiste quand même. Il est probable qu'ils continuent d'opérer dans des cercles de crimes organisés sous d'autres noms. Un exemple récent de leur possible implication est le célèbre cambriolage de Kim Kardashian à Paris en 2016. Un vol qui partage de nombreuses similitudes avec leur modus operandi. Le groupe des Panthères Roses s'est probablement dissous, voilà. Ils savaient qu'ils étaient un peu cramés, mais évidemment, les mecs ont continué leur activité criminelle puisque ils ne savent faire que ça. Je veux dire, quand t'as un niveau de cambriolage comme ça à ce niveau-là, tu fais ça toute ta vie et tu finis en tôle ou mort. Sur cette fin de vidéo, je vous invite à aller voir ce vidéogramme. N'oubliez pas de laisser des likes, ça soutient la chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures, portez-vous bien. Merci à tous d'être là. Je vous embrasse. Au revoir.